je suis Élise Fagelès et je suis candidate à l'élection législative dans la 5e circonscription de Paris qui regroupe les 3e et 10e arrondissements. Alors moi j'ai commencé à militer en politique, j'étais toute jeune puisque j'avais à peine 20 ans quand je suis rentrée au Parti Socialiste à l'époque, donc il y a plus de 30 ans maintenant. Et pourquoi? Parce que je pense que j'ai toujours eu à cœur de lutter contre les injustices. C'est mon histoire familiale qui m'a porté à ça et je pense que la politique peut servir à ça et de faire en sorte qu'on puisse trouver un récit commun, de vivre ensemble. Voilà, moi dans mon histoire familiale, il y a eu beaucoup de drames, des gens qui ont été victimes de la guerre, c'était des juifs qui ont été arrêtés et persécutés, donc je pense que la politique peut aider à donner du sens à la société, à la vie en société. Et donc il y a des combats contre les inégalités, contre les injustices que j'ai toujours eu envie de mener. C'était ça le sens de mon engagement en politique et aujourd'hui encore. Ce dont j'ai envie, c'est qu'on retrouve le sens de vivre ensemble. Il y a beaucoup de tensions, voire de la violence dans notre pays. Et je pense que les jeunes, peut-être, parce qu'on a perdu le sens du tragique, que la guerre c'est très très loin, que peut-être on ne se rend pas bien compte à quel point la démocratie c'est précieux aussi, peut-être qu'il faut qu'on retrouve ça tous ensemble. Les territoires, pas les uns contre les autres, pas les générations les uns contre les autres, vous voyez, mais tous ensemble. Et donc c'est pour ça que je continue à faire de la politique. Alors moi j'ai toujours été quelqu'un de pragmatique, c'est-à-dire que moi ce qui m'importe dans la politique, c'est d'avoir des solutions concrètes dans la vie des gens. Et au Parti Socialiste, on a beaucoup travaillé sur des sujets qui nous permettaient d'avoir des solutions concrètes. Et au fur et à mesure, je trouvais qu'on était beaucoup dans l'idéologie, dans les slogans, dans les grands principes, mais qu'en réalité, on n'aidait pas tant que ça les gens. Et par exemple, dans le quinquennat de François Hollande, je trouve que les frondeurs, par exemple, on fait beaucoup d'opposition, beaucoup, mais qui freinaient les réformes. Et moi, je ne me suis pas sentie à l'aise là-dedans. Et je trouvais que d'être tout le temps dans un affrontement droite-gauche, finalement, ça ne parlait plus à personne. Ce que j'ai aimé chez Emmanuel Macron, c'est qu'il disait on va prendre des solutions, le meilleur de la gauche, le meilleur de la droite, et on va travailler ensemble. Et j'ai eu envie d'aller vers cette aventure-là parce qu'il fallait trouver autre chose. Retrouver du souffle aussi et peut-être aussi donner la parole à des gens qui n'avaient jamais fait de politique. Moi, j'en faisais depuis longtemps, donc je ne méprise pas les gens qui font de la politique, mais peut-être en emmener avec des gens nouveaux. Et c'est ce qui s'est passé, je trouve, depuis 5 ans. C'est qu'on a réussi à avoir vraiment des résultats sur plein de sujets, sur l'emploi, beaucoup, sur l'écologie, on a fait avancer beaucoup de choses, avec des solutions très pragmatiques, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, sur l'éducation, on a fait avancer beaucoup de choses, avec des gens qui faisaient de la politique, d'autres qui n'en venaient pas, avec des gens qui venaient de la gauche, des gens qui venaient de la droite. Et voilà, et pour moi, c'est ça aussi, le retrouver du commun, c'est vraiment faire de la politique tous ensemble. Alors, ce qui est extrêmement important, c'est quand on parle d'écologie, c'est de se dire qu'on a tous un objectif commun. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est justement qu'on fasse de la politique politicienne sur ce sujet-là, parce qu'on a tous l'objectif commun de préserver notre planète. Qu'est-ce qu'on a fait sous ce quinquennat? Beaucoup de choses. Moi, quand j'étais députée, au début du quinquennat, première chose, on vote la fin de l'exploitation des hydrocarbures. Donc ça, c'est la fin des centrales à charbon. On vote une loi sur anti-gaspillage, qui était portée par Brune Poirson, où il y a une chose qui est fondamentale, qui est la fin des plastiques à usage unique. Alors on peut dire que c'est anecdotique, hein, c'est les pailles, c'est les sacs en plastique, mais c'est tous les emballages. Quand vous regardez ça, c'est très structurant sur l'industrie. On a voté beaucoup de choses sur les filières de recyclage, sur l'interdiction de la destruction des invendus non alimentaires. Là, par exemple, pour la mode, c'est extrêmement important, ça, sur l'industrie de la mode, sur les indices de réparabilité des produits électroniques. Voilà, c'est des choses qui sont concrètes, qui vont complètement bouleverser notre manière de consommer et qui ont été votées. On a aussi voté une loi pour protéger nos agriculteurs. On veut tous une alimentation de qualité, une alimentation saine, on veut des produits traçables. Pour ça, il faut qu'on accompagne les agriculteurs. Parce que si on dit aux agriculteurs, vous produisez moins et vous produisez du bio, du jour au lendemain, ils vont tous mourir, nos agriculteurs. Donc il faut vraiment les aider, qu'ils puissent gagner leur vie correctement et puis les accompagner dans la conversion au bio. Donc voilà, on a voté une loi qui permet de les accompagner là-dessus. Et puis depuis que j'ai quitté l'Assemblée nationale, il y a eu aussi des choses importantes. La Convention citoyenne. La Convention citoyenne, c'est un mode de participation citoyenne qu'on n'avait jamais vu, hein, des citoyens tirés au sort. Ils ont fait des propositions qui ont toutes été étudiées à l'Assemblée nationale. Il y a des choses, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur la consommation, qui ont été vraiment toutes adoptées ou en tout cas discutées dans la loi et qui sont en cours d'adoption. Voilà, sur 149 propositions, il y en a 146 qui sont soit adoptées déjà, soit en cours d'élaboration. Voilà. Et notamment quelque chose qui va vraiment bouleverser
qu'on va avoir des vrais résultats sur la biodiversité, qui est la fin de l'artificialisation des sols. Donc la fin de l'artificialisation des sols, c'est vraiment important pour justement redonner de la place à la biodiversité. Donc moi, ce que j'aime dans ce quinquennat, c'est qu'on a fait pas mal de choses très structurantes. Voilà, et que, notamment sur la rénovation des bâtiments, le fait de lancer les 700 000 par an, des 700 000 rénovations thermiques par an, voilà, c'est des choses très structurantes. Peut-être que dans ce quinquennat précédent, comme on a beaucoup travaillé sur l'emploi, sur le fait que notamment les jeunes puissent tous trouver un travail et puissent trouver leur voie, on n'a pas eu le discours qui allait avec tout ce qu'on faisait. Et là, je pense que dans le prochain quinquennat, le discours est de dire on va continuer à créer de l'activité, à créer de l'emploi, mais il faut décarboner notre économie, il faut absolument convertir notre économie, continuer à accompagner les agriculteurs vers le bio. Et donc, c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on continue à avancer tous ensemble, mais l'objectif premier, c'est vraiment à préserver la planète. Donc voilà, il y a vraiment des propositions importantes qui sont continuer à rénover les bâtiments, créer des filières de voitures électriques parce qu'il faut des transports alternatifs, donc ça c'est important, et puis convertir notre économie et notre filière automobile, continuer aussi dans le mix énergétique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une vraie indépendance vraiment énergétique. Pour ça, il nous faut des énergies renouvelables et il nous faut du nucléaire aussi. Parce que si on est 100% énergie renouvelable, je ne sais pas comment on devient indépendant. Donc ça, c'est des choses très pragmatiques et vraiment qui sont proposées. Et tout ça, ça ne peut pas se faire sans le projet européen. C'est-à-dire que on ne peut pas être indépendant si on est tout seul. On ne peut pas, nous, demander à nos agriculteurs de se convertir au bio si on continue en Europe à produire des trucs dégueulasses. Voilà, et donc il faut absolument, dans le projet européen, voter non seulement des budgets pour les accompagner, mais aussi faire de l'innovation pour trouver des produits alternatifs et donc continuer à travailler au niveau européen. Sans Europe, on n'aura pas de projet écologique et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, il est ultra volontariste là-dessus. Là, on a voté le Green Deal qui permet de vraiment faire avancer beaucoup de choses, de décarbonation de notre économie, mais aussi d'impact sur le climat et sur la biodiversité. Donc je pense que vraiment là, on est tous ensemble, mais à nouveau, l'écologie, ce n'est pas les territoires urbains contre les agriculteurs. L'écologie, ce n'est pas les jeunes contre les vieux. Ce n'est pas les actifs contre ceux qui ne travaillent pas. C'est vraiment faire avancer toute la société ensemble parce que tout est lié. Déjà, ce qui est important sur l'Europe, c'est qu'il faut se rappeler que le point de départ de l'Europe, c'était quand même la paix. Et c'est pas rien de vivre en paix. Je vous parlais de mon histoire familiale. Je pense qu'on peut tous creuser dans son histoire familiale. Il y a des drames. Et la paix, je pense que c'est bien précieux. Il faut en avoir conscience. Et d'autant plus quand on voit qu'il y a de la guerre vraiment aux portes de l'Union européenne, avec son lot de drames. Enfin, on voit les exactions, on voit vraiment ce que la guerre apporte. Donc déjà, il faut préserver cette Union européenne parce que c'est aussi un gage de paix. C'est aussi des valeurs, l'état de droit, l'égalité entre les femmes et les hommes, la démocratie, l'indépendance de la justice, la liberté de la presse, tout ça, on ne l'a pas partout dans le monde. Il y a des dictatures dans le monde. Et quand on parle de la Russie, c'est aussi un pays qui méprise la démocratie. L'Europe, c'est aussi préserver cet état de droit et ces valeurs. Donc ça, c'est essentiel de le garder et de le consolider. Après, sur les sujets dont vous me parlez, comment on rend plus fort ? Quand on a subi la crise Covid il y a quelques mois, qu'est-ce qui s'est passé ? Le président de la République, Emmanuel Macron, avec Angela Merkel, ils se sont battus. D'ailleurs, il lui-même a vraiment été très très loin pour obtenir ça, pour avoir pour la première fois un emprunt européen qui a financé le plan de relance. C'est-à-dire que quand vous voyez tous les commerçants, vous leur discutez comment les commerçants ont survécu, comment l'activité économique a été préservée, c'est grâce à ce plan de relance qui a permis donc de débloquer des milliards d'euros. C'est grâce à l'Europe qu'on a fait ça. Comment on sort aussi du Covid en Europe ? Grâce au vaccin. Si on n'a pas cette collaboration européenne, on a vu qu'on a réagi très très vite aussi. Sur l'accueil des réfugiés ukrainiens, pareil, il y a un titre de séjour pour les réfugiés qui existe, qui est la protection temporaire. Au niveau européen, on peut la débloquer, ça n'avait jamais été fait jusqu'à présent. Eh bien, tous les réfugiés ukrainiens ont pu être accueillis en urgence au moment de l'invasion parce qu'en Europe, on a accepté de collaborer et de faire jouer la solidarité, donc de débloquer cette protection temporaire et de faire jouer la solidarité dans l'accueil des réfugiés au niveau européen. Donc il y a vraiment moyen d'avancer ensemble, que ce soit d'un point de vue économique, que ce soit d'un point de vue des valeurs. Vraiment, il y a moyen, il faut continuer vraiment là-dessus. Sur l'écologie,
Par exemple, il y a la PAC, qui est la politique agricole commune, qui permet donc d'accompagner les agriculteurs. Récemment, donc, il y a la nouvelle PAC qui a été votée, qui débloque vraiment beaucoup d'argent, des milliards d'euros, pour aider les agriculteurs à se convertir au bio, pour aussi investir massivement dans l'innovation pour avoir vraiment des procédés alternatifs pour se passer des pesticides. Bon. Par exemple, les députés verts européens de tous les groupes refusent de voter la PAC parce que le curseur n'est pas au bon endroit. À un moment donné, l'Europe nous impose aussi d'avoir une culture de compromis. Et donc, on n'est peut-être pas au bon curseur, mais au moins on avance et on débloque de l'argent et on avance et on aide les agriculteurs et on aide notre planète parce que voilà. Et ça, c'est essentiel. L'Europe nous aide à cette culture de compromis. Quand je vous dis, c'est pas les uns contre les autres, c'est ensemble qu'on avance. Et c'est pour ça que moi je continue à croire vraiment à l'Europe, c'est que on a besoin d'innovation. On a besoin de préserver nos valeurs, on a besoin de débloquer de l'argent et des grosses sommes d'argent et de peser aussi diplomatiquement. Vous voyez bien le contexte de la guerre en Ukraine, on a besoin de peser diplomatiquement, mais aussi sur l'écologie. Si on veut peser sur les grandes nations qui sont des grandes émettrices de carbone, il faut aussi avoir une force européenne. Mais par exemple le numérique. On vit une révolution numérique, alors évidemment les jeunes ont pris le tournant du numérique, mais il y a quand même une grande inégalité sur le numérique, il y a des gens qui sont complètement à l'ouest là-dessus, et c'est vrai que c'est une révolution à mon avis que pour le moment en Europe, on a du mal à résister face aux grands géants du numérique que sont les États-Unis et la Chine. Récemment, il y a quand même un texte historique qui a été voté, et qui donc met la pression sur les grands géants du numérique en termes de régulation, en termes de transparence sur les algorithmes, qui fait qu'on ne peut pas être esclave des algorithmes américains et chinois sans qu'on n'en sache rien. Mais ça, si on n'a pas au niveau européen, on ne pèse pas, on n'existe pas. Voilà, donc il y a des avancées qui se font, il faut beaucoup de volontarisme, il faut beaucoup de travail, mais c'est dans ce sens-là qu'il faut continuer à aller. Donc l'école, c'est vraiment au cœur vraiment de l'objectif de politique générale d'Emmanuel Macron, qui est l'émancipation. C'est-à-dire que toutes les personnes, d'où qu'elles viennent, quelle que soit l'origine sociale, puissent trouver leur place. Et donc, pour trouver sa place dans la société, ça commence par l'école, par l'éducation, par les études, la possibilité de faire des études et de trouver sa voie, et puis ensuite d'avoir un travail. Et c'est comme ça qu'on s'émancipe et que donc on n'est pas prisonnier de ses origines. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui a été proposé par Emmanuel Macron dès 2017 dans son programme et mis en place par Jean-Michel Blanquer, qui va dans ce sens, c'est le dédoublement des classes. Parce que c'est vrai qu'on a constaté qu'on était très loin dans le classement international et qu'on avait des jeunes qui se retrouvaient au collège sans même savoir ni lire ni écrire. Et après, pour trouver sa voie, pour trouver sa place dans la société, c'est juste pas possible. Et donc, il fallait absolument mettre le paquet dans les quartiers où il y avait vraiment des problématiques sociales très fortes, qui sont les quartiers prioritaires. Donc, on sait déterminer les endroits où il y a vraiment des besoins. Et donc, c'est de dédoubler les classes, parce que c'est vrai qu'à 12, on apprend quand même mieux à lire et à écrire. Et voilà, c'est des fondamentaux qui permettent au moins ensuite, quand on arrive au collège, d'être à égalité et de ensuite pouvoir poursuivre une scolarité. Donc cette mesure-là, elle est vraiment unanimement reconnue, elle mérite d'être évaluée, ça a été mis en place au début du quinquennat et c'est toujours du temps long parce qu'il y a une génération qui a commencé à en bénéficier, il faut que ce soit évalué, mais en tout cas l'idée de permettre de mieux apprendre dans les quartiers prioritaires, ça c'était essentiel. Ensuite, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une forme de rupture quand même au sein de l'éducation nationale entre les professeurs et la direction de l'éducation nationale. Il faut revaloriser les professeurs, ils ont un rôle central dans notre société, donc les revaloriser, c'est déjà leur permettre de mieux gagner leur vie, d'être mieux rémunérés. Donc ça, c'est vraiment un grand chantier que le président de la République veut vraiment lancer là, dans le prochain quinquennat, c'est déjà mettre à plat les rémunérations et donc mieux reconnaître le travail des instituteurs, des professeurs. Ça, c'est essentiel. Et puis, travailler sur les fondamentaux, c'est-à-dire qu'on demande beaucoup de choses à l'école. Il y a beaucoup de sujets sociétaux, notamment, dont on demande à ce qui passe par l'école. L'éducation au développement durable, à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un lieu important, l'école, pour apprendre aussi des choses, à devenir citoyen. Mais c'est vrai qu'il faut aussi certainement recentrer sur les fondamentaux, qui sont l'enseignement des mathématiques et du français. Donc ça, c'est dans le projet aussi d'Emmanuel Macron. Sur les programmes, il y a vraiment une réflexion pour revenir sur les fondamentaux. Et puis, il y a une chose, moi, qui me paraît importante aussi, qui est l'enseignement du code informatique. On parlait justement du fait de cette révolution numérique qui fait qu'on est quand même tous soumis
à des choses notamment en termes de transmission des données, de recommandation de contenu, de haine en ligne, etc., qu'on est tous obligés d'en passer par Internet et qu'il y a une inégalité absolue là-dessus. Donc le fait d'apprendre le code informatique pour tout le monde, voilà, dès la 5e, je pense que c'est quelque chose qui va nous permettre de construire notre indépendance aussi sur ces sujets-là. Donc ça, c'est des propositions. Et puis, il y a un grand chantier que le président de la République veut mettre en place, qui est vraiment de mettre en place toutes les parties prenantes, que ce soit les professeurs, les parents d'élèves, toute l'administration aussi enseignante, et donc éducative, et donc de lancer cette concertation sur les modes de gouvernance des établissements, probablement avoir plus d'indépendance des établissements en fonction des territoires, en fonction des besoins, etc. Et donc ça, évidemment, ça ne peut se faire que par la concertation, et c'est vraiment un des chantiers prioritaires que le président veut lancer dès la rentrée prochaine. Alors déjà, sur les consignes Covid, ce qu'il faut voir, c'est qu'on était face à une crise, une pandémie sans précédent, et donc il a fallu s'adapter, et parfois les choses ont pris du temps en effet, si ce n'est qu'en France, on est quand même un des seuls pays au monde où on a eu aucune, à part le premier confinement, aucune rupture d'éducation. Ça, c'est extrêmement important, parce que ce qu'on a vu quand même, c'est qu'il y avait des élèves qui avaient du mal, qui étaient déjà en difficulté, en grande difficulté, et le fait de ne pas pouvoir aller en classe les a complètement décrochés, et après c'est très difficile d'aller les rechercher, de les réintégrer vraiment dans le parcours scolaire. Donc le fait d'avoir préservé au maximum vraiment notre éducation, c'est quelque chose qu'il faut saluer, avec des difficultés. C'est pas évident, parce que quand on est tout en adaptation sur les consignes sanitaires générales, de savoir est-ce qu'on prend les transports, est-ce qu'on travaille pas, et que l'objectif c'est de garder l'éducation, oui, certainement qu'il y a eu parfois des consignes qui étaient un peu au dernier moment pour s'adapter, et ça, j'entends que ça doit être extrêmement anxiogène pour des professeurs qui eux-mêmes dans leur vie privée, qu'est-ce qu'on fait des enfants, est-ce qu'il y a certaines personnes, le conjoint qui va travailler ou pas, qui sont soumis eux aussi à des difficultés de séparation, peut-être avec des personnes âgées, de maladies eux-mêmes, et en plus ils ont la responsabilité d'élèves, et ils ont des consignes qui ne sont pas toujours très prises en amont. Mais je pense sincèrement que l'objectif qui était de continuer à ouvrir les écoles, il a été tenu, et c'était ça qui était important. Il ne s'agit pas du tout de mettre sous le tapis la difficulté avec lesquelles les professeurs ont eu à le faire, mais il s'agit quand même de regarder que ça, ensemble, on y est parvenu. Donc voilà, je crois qu'il faut saluer les professeurs pour ça, mais il faut entendre aussi que personne ne pouvait en amont savoir, c'était les décisions du Conseil de médecine, hein, de savoir où on en est dans la situation de la pandémie, et vous saviez bien qu'il y avait des hauts et des bas. Donc ça, là-dessus, que ça ait créé du trouble, je l'entends. Maintenant, si on se recentre sur l'éducation vraiment, sur l'orientation notamment, et c'est là-dessus aussi que vous m'interrogez sur le trouble des élèves, notamment de votre âge, de ne pas savoir ce que vous allez devenir. Ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'il y a une explosion des étudiants dans le supérieur. C'est-à-dire que de plus en plus, les jeunes veulent faire des études supérieures. Donc c'est vrai que quand on se retrouve à la fin du lycée et qu'on doit faire des choix d'orientation, il faut qu'on ait des systèmes qui soient efficaces. Ça n'a jamais été totalement efficace, c'est-à-dire que moi j'ai plus de 50 ans, à mon époque déjà, on faisait la queue pendant des nuits entières pour avoir des places à l'université, qui est l'université où tout le monde doit avoir de la place. Moi je me souviens qu'à Nanterre, il y avait des amphis gigantesques, néanmoins, si mon père n'avait pas fait la queue pendant la nuit, j'aurais peut-être pas eu de place dans la filière où je voulais. Ensuite, vous parlez de Parcoursup, qui est très difficile à comprendre et à appréhender. Juste avant, c'était APB. APB, si ça a été supprimé, c'est que c'était aussi totalement injuste. Il y avait des tirages au sort. Je peux vous assurer qu'il y avait aussi des choses très anxiogènes. Je crois aussi que ce qui est très angoissant, c'est à un moment donné, pas seulement au niveau de ces vœux-là, c'est qu'est-ce qu'on va faire de sa vie. C'est-à-dire que comme il y avait une situation économique qui faisait qu'il y avait un chômage qui était quand même très lourd et qui pesait sur cette société, c'est-à-dire qu'on se dit, mais très vite, il faut qu'on s'oriente et il ne faut pas qu'on fasse le mauvais choix. Voilà, il faut vraiment que... et donc, c'est très stressant à ce moment-là, parce qu'on a envie à la fois de s'épanouir et de faire ce qui nous plaît, et à la fois de ne pas se planter en termes de vie professionnelle et donc de trouver du travail. Donc, c'est vrai que ce moment-là, il faut qu'on arrive à avoir plus de sérénité et plus d'efficacité. Je ne suis pas sûre qu'il y avait un système qui était optimum et qui réussissait à ce que tout le monde trouve sa voie auparavant. Je ne pense pas. Et je pense que celui-ci mérite encore
d'être amélioré pour qu'on trouve des solutions, ça je suis d'accord. Je crois surtout qu'il faut qu'on réfléchisse à l'orientation plus tôt, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup plus tôt dans le cursus à une connaissance des métiers. Moi récemment, dans le cadre de la campagne, je suis allée visiter la mission locale de Paris. La mission locale, c'est des professionnels, donc ils sont subventionnés par l'État et par la ville de Paris et qui accompagnent les jeunes qui sont en galère, qui sont donc soit en décrochage, qui n'ont aucune formation, soit qui ont des formations et qui ne trouvent pas des diplômes et qui ne trouvent pas du tout de travail. Et eux, ils reconnaissaient, ils disaient ce qu'on a fait, le travail sur l'apprentissage par exemple, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des jeunes qui n'ont pas du tout leur place au lycée, qu'on va envoyer au lycée en filière générale, et qui soit décrochent complètement, soit vont avancer, vont se retrouver avec un diplôme, et ce n'est pas du tout leur voie, et donc vont rater complètement leur vie. L'apprentissage permet, à un moment donné, d'avoir assez tôt des formations en alternance, de découvrir des métiers où il y a du boulot, qui étaient des métiers qu'on imaginait comme des voies de garage manuelles et techniques, et qui permet aujourd'hui à 700 000 jeunes d'être dans des voies où il y a du travail et où eux ont pu trouver un épanouissement. Ça, c'est important. L'idée, c'est que peut-être encore plus tôt, on puisse découvrir des métiers et qu'on puisse construire sa scolarité assez rapidement en se disant, voilà, moi, où j'aurais envie d'aller, et qu'on n'aille peut-être pas tous vers les mêmes filières où il y a un engorgement et où ça va peut-être pas être là qu'il y aura du travail, et c'est peut-être pas là non plus qu'on va s'épanouir. Donc, je crois que quand vous parlez d'angoisse et des professeurs et des jeunes, je crois qu'il faut aussi penser les métiers de l'orientation, c'est-à-dire que tout ça doit se faire ensemble. Quand je vous disais que ce n'est pas les uns contre les autres, y compris en termes d'institutions de l'éducation nationale, il faut qu'on mette le paquet sur tous ces sujets-là, c'est-à-dire qu'assez rapidement, on puisse aider les jeunes à se dire vers quelle formation j'ai envie d'aller, parce que où j'ai envie de trouver ma voie. Sachant qu'il y a une proposition là qui est de former vraiment au métier d'avenir. Je pense qu'il y a des filières qui ne vont pas donner de travail et donc sur lesquelles il faut assez rapidement qu'on puisse comprendre que ça ne sert à rien d'orienter les jeunes là-dessus ou ça ne sert à rien de donner des espoirs là-dessus, mais peut-être qu'il y a des filières, notamment vers le numérique, mais aussi vers tout ce qui est économie verte. On va transformer notre économie. Peut-être qu'il y a des métiers nouveaux qui sont en train d'émerger vers lesquels il faut orienter les jeunes, et ça, c'est aussi un travail qui est à mener avec l'éducation nationale. La politique, c'est là où en réalité on va prendre les décisions qui nous permettent de vivre ensemble, de vivre en société. C'est là où on va décider quel argent on met dans la santé, dans l'éducation, dans l'écologie. Et donc il y a des personnes dont c'est le travail tous les jours de prendre ces décisions. Et c'est pour ça qu'il faut respecter les élus, parce que les élus, c'est des gens qui s'engagent pour qu'on puisse vivre tous en société et qu'on puisse améliorer la vie concrète des gens. Après, je vois bien que des fois, dans sa vie concrète au quotidien, on ne se rend pas compte que derrière, il y a eu des élus, il y a eu des ministres qui ont travaillé beaucoup. Peut-être que donc, il faut plus impliquer les gens. Au moment où on va décider, on va prendre les décisions, il faut peut-être plus de collaboration ensemble, et c'est ça qu'il faut mettre en place, c'est-à-dire qu'on implique tout le monde, on demande plus l'avis des gens, des citoyens, des jeunes, mais aussi des associations, et puis de tous les professionnels, et ça doit vraiment être construit ensemble, mais aussi peut-être qu'on ne soit pas dans des oppositions partisanes, la gauche, la droite. Oui, il y a des aspirations différentes, mais qu'on apprenne à tous travailler ensemble, parce que finalement, on peut avoir des objectifs communs. Les objectifs, c'est préserver notre planète, c'est vivre ensemble, c'est que chacun trouve sa place. Et je crois qu'en respectant les élus, parce que c'est un travail de fou qu'ils font pour justement améliorer la vie concrète des gens, en travaillant plus tous ensemble, politique et pas politique, et quelle que soit notre orientation justement idéologique, je crois qu'on peut faire un monde meilleur tous ensemble.